Question pour toi. Es-tu tanné de voir que de plus en plus de personnes s'enrichissent à travers l'investissement immobilier? Es-tu pas tanné de, au lieu de devenir propriétaire, tu es littéralement en train d'enrichir ton propre propriétaire? Si tu as des idées, des projets, des choses qui te passionnent, si tu as des idées de te lancer en business, de bâtir une entreprise, savais-tu qu'à travers tes investissements immobiliers, tu pourrais te générer de l'équité qui va te servir pour financer ces projets-là? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, en business, en mindset et aussi je parle d'argent. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, écrase le bouton j'aime, mais surtout inscris-toi à ma chaîne dès maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 10 règles que vous devez savoir en investissement immobilier. Évidemment, juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite avec moi, où est-ce qu'on va pouvoir regarder votre situation, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, mais surtout, on va pouvoir ensemble élaborer un plan d'action qui va vous permettre de capitaliser sur l'immobilier, que ce soit pour vendre, acheter ou même investir en immobilier. Et aussi, je viens littéralement de finir ma formation gratuite sur l'investissement immobilier et le lien de cette formation va se retrouver dans la description de mes vidéos. Alors, restez à l'affût dans la description de mes vidéos et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. La première règle à savoir en investissement immobilier, en immobilier tout court, commence avec ce que tu as et arrête de regarder les autres. Oui, lorsqu'on est en ligne sur les réseaux sociaux où on entend des histoires à succès, on entend des gens qui sont passés de 0 à X nombre de portes dans un court laps de temps. Regarde, bravo pour eux autres, mais ça vaut ce que ça vaut. Dans les faits, dans la réalité, il faut la première chose en immobilier, la meilleure façon d'apprendre en immobilier, c'est de passer à l'action, c'est d'exécuter et que tu deviennes propriétaire dès maintenant. On s'en fout, comme que je le dis tout le temps, mon dicton, on s'en fout avec quoi tu commences. L'important dans l'immobilier, c'est tout simplement de commencer. Commence avec un condo, une maison, même si oui, tu t'aimerais ou tu désires commencer avec des gros multi-logements, rien ne t'empêche d'acheter une propriété, de te faire les dents avec cette propriété-là, de l'optimiser, de la maximiser pour que ça soit ton tremplin vers quelque chose de plus gros, de plus intéressant ou quelque chose qui va être un plus gros véhicule d'investissement immobilier. Alors en d'autres mots, commence avec tes moyens, avec ce que tu as et justement, l'important c'est de commencer et on va te propulser vers des investissements beaucoup plus intéressants dans le futur. Grâce à quoi? Grâce à ta première propriété. La deuxième règle que tu dois savoir, ça se loue bien partout. La seule différence, c'est juste une question de rapport qualité-prix. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec la location? C'est que littéralement, ce n'est pas des blagues. J'ai visité dans des secteurs, dans les fins fonds des rangs dans Mirabel, que ce soit dans le nord, genre Tremblant, Sainte-Agathe, name it, Saint-Donat, que ce soit dans Lanaudière, Dépassé-Joliette, que ce soit dans la rive sud, dans des coins Sainte-Marguerite de blablabla, que ce soit en Montérégie, dans le fin fond de la rive sud, dans des coins perdus, Farnham, Valleyfield, pas un coin perdu, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, pas des coins qui sont beaucoup plus loin. Où est-ce que je veux aller avec ça? C'est que ça se loue bien partout, dans tous ces coins-là que j'ai visités, que c'était des propriétaires revenus des maisons bachelor avec un appartement dans les sous-sols. Ça, c'était très souvent, plus que, je vous dirais, 9 fois sur 10, c'était loué. Puis les fois que c'était pas loué, c'est parce que littéralement, le propriétaire ne voulait pas louer. Ça, c'est de 1. De 2, il faut comprendre que même dans ces coins-là, ça se loue cher aussi. C'est sûr qu'il y a, dans des grosses municipalités, il y a des quadrilatères. Si vous êtes dans un quadrilatère, que ce sont des gens, des personnes à faible revenu, c'est un petit peu
des coins défavorisés, c'est sûr que en achetant de ces coins-là, vous allez avoir un petit peu de misère à pouvoir louer à des valeurs locatives très élevées. Mais si vous achetez dans des coins qui sont recherchés, dans des bons coins, dans des bons secteurs, vous achetez dans des bons coins dans la municipalité avec des propriétés et des logements intéressants, vous allez être surpris que ça se loue très bien parce que dites-vous que peu importe dans la majorité de tous les secteurs que je viens de vous nommer là, et même ceux que j'ai pas nommés, la réalité c'est que dans le neuf, ça se loue très très cher. Donc, si vous avez une propriété qui est bien optimisée, à jour, au goût du jour, bien rénovée, ben il y a des fortes chances que vous allez pouvoir louer à des montants très élevés. C'est pour ça que je vous dis que ça se loue bien partout. La seule différence, c'est le rapport qualité-prix parce que la réalité, c'est que plus qu'on se rapproche des grands centres, plus les prix sont élevés et le rapport qualité-prix est moins intéressant. Dans le sens qu'on va payer très cher pour avoir beaucoup plus petit au pied carré, que ce soit rénové, à jour ou du très récent ou même du usagé versus que si on va plus loin en banlieue, ben, le rapport qualité-prix devient plus intéressant. Pour le même prix qu'on pourrait louer quelque chose à 1200, 1600 downtown, quelque chose de petit avec pas d'espace de stationnement, mais si on va en banlieue, pour le même 1200, 1400, 1600, on va avoir quelque chose de très spacieux, un ou plusieurs espaces de stationnement, même des garages, et etc. ou quelque chose de très à jour. Donc, c'est pour ça que arrêtez avec vos fausses croyances que si vous achetez pas, si vous ne faites pas du locatif dans le centre de Montréal, que ça va mal se passer. Au contraire, ça se loue bien partout. La troisième règle à savoir, elle est quand même connexe avec le point 2, mais c'est quand même la troisième règle à savoir. Ce n'est pas parce que c'est loin que vous allez avoir de la misère à louer. Arrêtez, ça aussi c'est une fausse croyance. C'est pas parce que c'est loin que vous n'allez pas louer. Au contraire, dites-vous, dans les banlieues éloignées, dans les municipalités qui sont loin, que ce soit Sorel, Farnham, Granby, name it, Rivière-Rouge, que ce soit Berthierville. Tu sais, je vous nomme des coins qui sont loin. C'est pour ça que je prends le temps de vous préciser certains secteurs. Je ne vais pas tous vous les nommer, mais où est-ce que je veux en venir? C'est que peu importe les secteurs, il y a des gens qui ont grandi dans ces coins-là. Il y a des gens ils ne veulent rien savoir de la ville. Ils sont même prêts à faire le voyagement pour se rendre au travail de 1 heure aller, 1 heure revenir. Mais quand ils rentrent chez eux, ils veulent avoir la paix. Ils veulent être dans les champs. Eux autres, la ville, avec toute la cacophonie, la bisbille, la construction, le trafic, ils ne veulent rien savoir de ça. Ils font leur in and out, mais d'habiter loin, de rester loin, pour eux autres, ça fait leur affaire. Ou même, souvent, ces gens-là vont habiter à des distances quand même assez loin de la ville de Montréal. Je vous dirais à plus de 45 minutes. Puis ça, c'est un exemple. Mais même malgré que peu importe ceux qui habitent, je vous dirais, à du 30 minutes et plus de Montréal, souvent leur travail est dans l'arrondissement. Elle n'est pas loin. Fait qu'eux autres, par exemple, quelqu'un qui pourrait habiter à Joliette, mais cette personne-là travaille dans l'est de la ville de Montréal ou même il travaille à Repentigny. Fait que lui, ça fait du sens pour lui d'habiter à Joliette. Où est-ce que je veux en venir? Ce n'est pas parce que c'est loin que vous allez avoir de la misère à louer. Au contraire, ça se loue bien. Encore une fois, vous n'allez pas avoir de misère à louer parce que c'est loin. Au contraire, ça se loue bien partout. La seule chose, c'est que si vous avez des logements qui sont scrap, vous allez vous attirer des personnes scrap. Si vous demandez un prix trop cher par rapport à qu'est-ce que ça vaut, c'est là que ça va prendre du temps à se louer. Mais si vous avez des logements de qualité, vous allez vous trouver des locataires de qualité pour louer ces logements-là. Donc, il s'agit juste, la vraie question, est-ce que vous êtes au bon prix par rapport au secteur et par rapport au type de propriété que vous avez à louer, que vous offrez? C'est ça la vraie question. Règle numéro 4. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mon professeur de mathématiques, lorsque je faisais mon cours de courtage en immobilier, il avait dit une chose. Achète où est-ce qu'il y a des problèmes, tu vas faire de l'argent. En d'autres mots, achetez dans des secteurs qui ont des mauvaises réputations. Si vous avez les reins assez solides, si vous êtes confortable avec le secteur, le type de locataire qu'il peut y avoir dans ces coins-là, si vous achetez dans des secteurs qu'il y a des mauvaises réputations, je vous garantis, vous allez pouvoir tomber sur des pépites d'or. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y a une mauvaise réputation dans ces coins-là ou que c'est un coin qui est problématique pour X, Y raison, ça va faire en sorte que beaucoup de personnes ne veulent pas aller dans ces coins-là, qui va donner comme résultat que vous allez pouvoir acheter
des propriétés et avoir un meilleur rapport qualité-prix que si vous achetez dans les secteurs très recherchés, des petits bijoux que tout le monde veut. Donc, et aussi, vous allez avoir moins de compétition. Le meilleur exemple, saviez-vous que dans les années 80, le plateau Mont-Royal avait une mauvaise réputation? C'était des graffitis partout, des gangs, des piqueries, des prostituées dans la rue, littéralement. Et regardez le plateau Mont-Royal aujourd'hui. Griffintown, c'était un coin industriel. Il n'y avait rien d'intéressant. Regardez aujourd'hui, Hochelaga Maisonneuve. Essayez d'acheter une propriété aujourd'hui dans Hochelaga Maisonneuve. Si on regarde même l'est, le nord-est de Montréal, Montréal-Nord, Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, essayez d'acheter une propriété pour des miettes. Vous n'allez pas en trouver. Ça se vend quand même cher. Les prix sont quand même relativement abordables comparativement à l'ouest et au centre de la ville de Montréal, mais ils sont quand même abordables, mais c'est quand même très dispendieux. Donc, en résumé, si vous avez les reins assez solides, si vous êtes confortable, si vous avez grandi dans un coin qui a une mauvaise réputation et que vous êtes à l'aise avec le fait de rester dans le coin, je vous dis, si vous achetez là, dans les futures années, lorsque le nettoyage va se faire, vous allez être surpris de la plus-value que ça va avoir pris à travers le temps. Règle numéro 5, mise de fonds plus frais de clôture plus montant d'argent pour l'optimisation plus dédommagement pour pouvoir avoir accès à un logement s'il y a lieu. Où est-ce que je veux en venir? C'est que si vous avez juste le minimum de mise de fonds, c'est pas assez. Meilleur exemple que je peux vous donner. Quelqu'un qui me dit, Chris, j'ai 120 000 $, je voudrais m'acheter une propriété à 600 000. Parfait, on a le 20 %. Okay? Mais la réalité, si on met tout le 120 000 $ comme mise de fonds, où est-ce que vous allez avoir l'argent? Où est-ce que vous allez trouver l'argent pour payer les frais de notaire, qui sont d'environ 1 800 plus taxes, proche de 2 000 $, payer la taxe de bienvenue, les ajustements des taxes, sans compter si vous avez un logement, un 3,5 ou un 4,5 que vous devez injecter un 20, 25, 30 000 $ à l'intérieur du logement. Est-ce que vous réalisez que le 120 000 $, c'est pas assez? Ce qui veut dire que vous allez devoir baisser votre capacité d'emprunt. Alors, où est-ce que je veux en venir? C'est que on peut arrêter de voir trop grand. C'est correct de voir grand. Je suis moi-même quelqu'un d'optimiste puis qui vise, qui think big. Je pense que je vais choisir d'autres mots. Arrêtez d'avoir les yeux plus gros que la panse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si c'est votre première propriété, là je m'adresse à des gens qui vont faire leur première propriété, acheter leur première propriété, leur première acquisition. La réalité, mettez avec tous les frais reliés avec l'achat d'une propriété, regardez combien vous pouvez mettre comme le minimum. Gardez-vous un coussin pour les frais de clôture et aussi gardez-vous un coussin pour l'optimisation. Parce que de cette manière-là, vous allez voir que, oh my God, le montant que j'ai, c'est peut-être pas assez pour tout mettre mes œufs dans le même panier. En d'autres mots, c'est quelqu'un qui me dit, Chris, j'ai 40 000 $ de côté, je voudrais m'acheter une propriété à 400 000, j'ai le 10 %. Non, plutôt, mets 5 % qui est 20 000. Les frais de clôture, la taxe de bienvenue, tout ça, calcule environ un 5 à 7 000. Fait que 27 000 vient de partir. Il va te rester au moins un autre 13 000 $ de côté. Comme ça, ça te laisse un coussin, ça te laisse l'argent pour faire un petit peu de revalorisation ou d'amélioration dans tes logements pour que tu puisses louer plus cher ou pour t'accommoder vu que toi, tu vas aller habiter un des logements. Donc, arrêtez de voir que votre somme, arrêtez de voir plus gros que votre somme. Au contraire, soyez beaucoup plus conservateur avec la somme que vous avez. La règle numéro 6, avec tout ce qui coûte plus cher, les taux d'intérêt, les mensualités qui sont plus élevées, n'achète pas. S'il vous plaît, je vous le dis, puis écoutez-moi, n'achetez pas quelque chose que vous allez être pris à la gorge avec des mensualités beaucoup trop élevées. S'il vous plaît, gardez-vous toujours un plan B. La réalité, c'est que vous achetez une propriété à titre personnel, que ce soit pour l'habiter, une maison, un condo, un plex, un multilogement ou que ce soit de l'investissement immobilier, que vous êtes un immopreneur puis vous faites des projets immobiliers, la règle numéro 1, toujours avoir un plan B. Si ça ne se passe pas comme prévu, si j'ai acheté avec un partenaire, mon partenaire me laisse tomber, je suis avec mon conjointe, il y a une situation de divorce, il y a une perte d'emploi, comment je peux faire pour garder la propriété? Qu'est-ce que je peux faire pour louer, baisser mes coûts d'habitation? Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter la rentabilité pour que j'ai moins ou pas d'argent à sortir de mes poches? C'est ça un plan B. Alors, lorsque vous allez acheter, essayez d'acheter le moins cher possible pour vous retrouver avec des mensualités le plus bas possible ou acheter selon vos revenus
aussi simple que ça. Mais de deux, ayez toujours un plan B, une porte de sortie pour si jamais les choses se corsent. Règle numéro 7, peu importe qu'est-ce que tu achètes, pense toujours de manière créative. Surtout en ce moment, avec l'incertitude dans le monde bancaire, hypothécaire, dans le monde économique, soyez toujours, et c'est impératif, c'est hyper important maintenant que jamais d'être créatif avec le type de bien que vous allez acheter. Ne vous limitez pas seulement avec un type d'option de location. Non, soyez créatif. Est-ce que vous pouvez en louer en maison de chambre? Est-ce que vous pouvez faire de la location court terme, du Airbnb? Est-ce que vous pouvez louer, à part des logements qui sont loués, est-ce que vous pouvez louer un garage? Est-ce que vous pouvez faire famille d'accueil? Est-ce que vous pouvez faire une résidence pour personnes âgées si vous êtes dans le domaine de la santé? Est-ce que vous pouvez même, si vous désirez tant acheter, mais vous n'avez pas les moyens, mais vous êtes entouré de personnes qui ont un petit peu de sous avec qui vous pourriez vous associer, est-ce que vous ne pourriez pas faire une acquisition, on se met ensemble, on achète une maison de 4 ou 5 chambres, puis chacun prend une chambre et on reste là et on paye chacun une partie de l'hypothèque. Regardez, ne vous limitez pas à une seule option ou simplement à votre situation. Pensez à acheter, mais surtout, soyez créatif avec qu'est-ce que vous allez acheter ou de la manière que vous allez justement réduire vos coûts d'habitation, optimiser la propriété, augmenter la valeur ou justement diminuer les dépenses ou vous partager les mensualités. Pensez de manière créative. Pensez de manière créative. Règle numéro 8. Think outside the box. Oui, il n'y a pas juste l'investissement immobilier d'acheter un immeuble à revenu, il n'y a pas juste d'acheter une maison résidentielle. Non, outside the box. Est-ce que vous ne pouvez pas acheter une propriété avec un grand terrain que vous pouvez subdiviser les terrains et revendre les terrains ou même subdiviser les terrains et construire par-dessus? Est-ce que acheter une maison avec un gros terrain puis vous faites du développement de terrain et que vous pouvez construire plusieurs maisons ou sky's the limit? Quelles sont les règles? Quelles sont les choses que le zonage vous permet avec ce terrain-là? Ça, c'est une chose. Est-ce que vous pouvez pas acheter un hôtel et le convertir en location au mois? Est-ce que vous pouvez pas acheter des campings? Est-ce que vous pouvez pas acheter des terrains ou dans un secteur que X nombre de fois par année, il y a plusieurs personnes qui viennent dans ce coin-là et ils cherchent du stationnement, ils cherchent à faire du camping ou des choses comme ça? Regardez, ça c'est juste pour vous en nommer quelques-uns. Encore une fois, think outside the box. Règle numéro 9. Acheter loin, c'est pour avoir du rendement sur ton investissement. C'est pour avoir du cash flow positif. Mais de l'autre côté de la médaille, acheter dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, c'est pour se bâtir de l'équité rapidement dans un court laps de temps. C'est pour faire grossir l'appréciation de la propriété pour qu'on puisse faire un effet de levier rapidement. Dans les deux cas, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. La réalité, où est-ce que vous en êtes dans votre parc immobilier? Quel genre d'investisseur êtes-vous? Quel type de rendement ou d'investissement que vous recherchez présentement? Ou selon votre situation, si vous débutez, qu'est-ce que votre budget vous permet d'acheter? Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour pouvoir acheter? C'est le type de questions que vous devez vous poser au lieu de simplement dire « Ah ben moi, je veux aller ici, je veux aller ça. » Parce que la réalité, c'est que d'un côté ou de l'autre, ça peut avoir un impact selon le type d'investissement que vous faites. Encore une fois, si vous achetez loin, oui, vous allez avoir du cash flow, mais l'appréciation risque de se faire lentement. Donc, si vous espérez avoir une bonne plus-value pour grossir un parc immobilier dans un court laps de temps, ça veut peut-être dire que d'acheter loin, ce n'est pas la meilleure stratégie. De l'autre côté de la médaille, oui, d'acheter en ville, c'est très cher, c'est plus complexe parce que la rentabilité n'est pas là, en effet. Mais si vous êtes capable d'être créatif avec ce genre de bâtiment-là pour justement réduire les coûts, réduire l'hypothèque, ou que vous avez un plan de match que ça va se payer tout seul selon le type de rentabilité que vous allez aller chercher, peu importe. Mais en achetant cette propriété-là qui va vous demander beaucoup plus de liquidité, ou peut-être c'est un bâtiment plus vieux, ou peut-être que justement vous allez être cash flow négatif pendant une certaine période, mais en achetant cette propriété-là, dans un court laps de temps, vous allez être en mesure d'aller chercher une grosse équité qui va vous permettre de faire d'autres acquisitions dans un court laps de temps. La vraie question à se poser, c'est à quelle étape êtes-vous rendu dans votre parc immobilier en tant qu'investisseur? Quel type d'investissement recherchez-vous? C'est plutôt
ce type de questions-là que vous devez vous poser avant de dire oui, je m'en vais loin ou oui, j'achète proche. La règle numéro 10, qu'est-ce que tu recherches réellement? Ce n'est pas de dealer avec des locataires. Ça ne tente pas de changer des bols de toilette. Ça ne tente pas de te faire appeler par un locataire un 24-25 décembre ou un 1er janvier. Non, oui, on veut tous l'investissement immobilier, mais la réalité, c'est que tu veux vraiment dealer avec des locataires, tu veux vraiment des bâtiments que tu vas devoir injecter genre 50 000 dans une toiture, que tu as des fissures, que tu as des casse-têtes. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas acheter puis c'est des mauvais investissements. Non. Où est-ce que je veux en venir, c'est que ce n'est pas des propriétés que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un effet de levier. Le nerf de la guerre, c'est l'effet de levier. Avoir du leverage, avoir des propriétés, avoir des biens, des investissements que vous pouvez mettre en garantie collatérale, que vous pouvez refinancer, sortir de la liquidité sans avoir mis d'efforts ou en ayant mis le minimum d'argent, mais que vous êtes capable d'en sortir une très grosse plus-value dans un certain laps de temps. C'est ça que vous voulez. Parce que la réalité, c'est que si vous voulez vous acheter un McDo, financer un bâtiment commercial, financer une idée d'entreprise, financer un projet. Si vous désirez faire le tour du monde, mais qu'il vous faut un 150 000 $, qu'est-ce qui est plus facile de l'économiser et que ça vous prenne genre 10, 15 ans pour économiser 150 $, puis après ça, vous retombez à zéro, versus que vous avez acheté une propriété en même pas 5 ans, 2-3 ans, vous avez rénové, amélioré, optimisé, augmenté la rentabilité et qu'il y a déjà une plus-value de 150 $ en quelques années que vous êtes capable de sortir cet argent-là, aller faire votre passion, vivre de votre passion et quelques années plus tard, la propriété, elle a repris encore plus de valeur. Le nerf de la guerre, qu'est-ce que vous voulez? C'est du leverage, un effet de levier. C'est tout ce qu'on recherche. Et la règle numéro 11, j'ai entendu le grand Jocelyn Grégoire dire une fois que tu sais, dans l'immobilier, tu n'as pas besoin d'être bon. Tout ce que tu as besoin, c'est d'être patient. Tu achètes quelque chose aujourd'hui et dans plusieurs années, ça va avoir pris X nombre de valeurs, ça va te rapporter X montant d'argent. La réalité, j'ai même entendu Patrice Ménard le dire, peut-être que je ne le dis pas de la même façon, mais qu'est-ce qu'il a dit, c'est que l'immobilier, ce n'est pas une game de vitesse. L'immobilier, c'est sur le long terme qu'on est gagnant. Alors arrêtez d'essayer de courir, il faut tout simplement partir à point, être patient et je vous garantis que peu importe qu'est-ce que vous allez ou avez acheté, sur le long terme, vous serez toujours gagnant. En d'autres mots, sors la tête de tes livres, des vidéos, des podcasts, des formations. Si tu désires bâtir un parc immobilier, devenir un investisseur de très haut niveau, avoir un bon fonds de pension, te bâtir un patrimoine pour ta famille, c'est vraiment simple. Passe à l'action et si tu désires avoir plus de stratégies gagnantes en immobilier, je te suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.